On est sur un site où les Strasbourgeois, dans les années 30, venaient faire du ski, de la luge, des randos. Un site exceptionnel et qui est devenu un site d'horreur. Sur le lieu-dit du Struthof, sur le mont Louise, on avait créé une station touristique très appréciée depuis le début du XIXe siècle, en particulier pour les Strasbourgeois, qui y trouvent un hôtel et des pistes de ski. Mais après l'armistice du 22 juin 1940, l'Alsace et la Lorraine sont annexées par le Troisième Reich. Et les fonctionnaires du Reich arrivent pour diriger les administrations restées en place. La monnaie et le droit germanique sont imposés. L'usage du français est interdit. Les non-allemands sont expulsés. De même que les juifs, envoyés vers la zone française non occupée. En septembre 1940, le colonel SS Blumberg découvre non loin du Struthof un filon de granit rose. Et ce granit rose intéresse Albert Speer, l'architecte d'Hitler. C'est ainsi que les nazis vont implanter l'horreur dans un site magnifique et vont transformer ce lieu de loisirs en enfer d'Alsace, en créant le plus terrible et le plus dur des camps de concentration, avec une main-d'œuvre gratuite et corvéable à merci, jusqu'à la mort, en exploitant ce filon de granit rose pour transformer Berlin en une capitale mondiale, baptisée Germania. Et ce sont 300 détenus arrivés en gare de Roto en 2 vagues, les 21 et 23 mai 1941, qui vont construire complètement ce camp de leurs mains, ainsi que la route pour y accéder. Ce chemin, c'est le chemin qu'empruntaient les déportés à pied. Et ce chemin a été fait par les 300 premiers déportés du camp de Schirmeck. Ils vont être cantonnés tout d'abord sur le site de l'auberge. Et ce sont les premiers d'une liste qui, en 4 ans, va compter au moins 50 000 noms. Ces 300 premiers déportés ont été logés dans la salle des fêtes. Et leurs surveillants dans l'auberge. Une fois le camp construit, les grillages, les fils barbelés, les clôtures électrifiées, posées, et les miradors élevés. Ce sera 80 SS, officiers, sous-officiers et hommes de troupe, autour du commandant du camp et de son adjoint, pour en assurer le fonctionnement. Le commandant du camp, c'est Joseph Kramer. Oui, encore un Kramer. Et à chaque nouvelle arrivée de déporté, il procède à son simulacre d'accueil. Imagine en hiver, les déportés arrivent à Roto, à la gare, montent à pied jusqu'à l'entrée du camp. Là, on les ordonne de se déshabiller. Ainsi, ils sont nus, les 2 pieds dans la neige, exténués par le voyage déjà, en attendant que Kramer veuille bien arriver. Il leur dira, il n'y a qu'une seule porte d'entrée. Personne ne s'échappe d'ici. Et la seule porte de sortie, c'est la cheminée. Mais le 4 août 1942, 5 déportés vont faire mentir Kramer. Et c'est l'une des très rares évasions réussies d'un camp de concentration. L'alliance d'un Allemand, d'un Tchèque, d'un Polonais, d'un Autrichien et d'un Alsacien. L'Alsacien, c'est Martin Wittenberger. Ils vont parvenir à subtiliser des uniformes allemands, à se procurer une carte de la région,
saboter les véhicules des SS. Martin monte à l'avant d'un véhicule, avec un autre déporté habillé en SS. Les autres se cachent à l'arrière, juste à côté de l'auberge où ils étaient affectés pour leur travail. La sentinelle voit arriver ce véhicule, fait le salut hitlérien et ouvre la barrière. Les voilà libres. Seul l'Allemand, Alphonse Christmann, va être rattrapé et capturé. On le renverra au Struthof. Il sera pendu le 5 novembre 1942. Après le discours de Kramer, direction le fond du camp, toujours nus. Puis on va les épiler et leur faire prendre une douche chaude. Et l'eau est chauffée par le four crématoire. Après, ils vont revêtir les derniers habits qu'ils vont porter, ces habits gris et blancs rayés, avec une identification pour que tout le monde sache pourquoi ils ont été déportés. Le pire des statuts, c'est le NN, le Nacht und Nebel, nuit et brouillard, littéralement. Lui ne sortira jamais du camp, même pour travailler. Il restera à l'intérieur. Même s'ils sont tous voués à une mort lente par le travail, l'épuisement, la faim, la maladie. Ce statut de NN est le pire de tous les déportés. Même si le quotidien des déportés l'entraîne dans un processus de destruction et de déshumanisation qui les conduit inexorablement à la mort. La première épreuve à laquelle ils sont confrontés, c'est l'appel du matin. Tout le monde doit être présent, vivant comme mort, chacun à sa place. Et les SS comptent et recomptent les déportés. Puis ces forçats du Reich travaillent le jour de 6h à 18h, ou la nuit de 18h à 6h, après avoir bu un ersatz de café. Les déportés sont sous-alimentés. La faim devient une obsession. Ils finissent par envier le contenu des gamelles des chiens des SS. Puis ils rejoignent leur commando de travail, situé à l'intérieur ou à l'extérieur du camp. L'immense majorité d'entre eux travaillent à la carrière, à l'extraction des pierres. À la fin de l'année 1942, certains seront affectés à la réparation de moteurs d'avion pour l'armée de l'air allemande. Les NN commenceront à construire la Kartoffelkeller, la cave à pommes de terre. Nom de code d'un bâtiment en béton semi-enterré. À ce jour, aucun document ne permet d'attester l'utilisation prévue pour ce bâtiment. Et maintenant, c'est le mémorial qui est construit dessus. Le soir, ils regagnent l'une des 17 baraques et reçoivent leur maigre ration. Puis c'est de nouveau l'appel, qui dure des heures, au gré des humeurs des SS. Puis ils vont essayer de dormir, la faim au ventre, entassés dans des chalits de bois. Le quotidien des déportés, c'est aussi les sévices, les maladies, l'épuisement et la mort. Ils souffrent de blessures, dues aux coups que leur administrent les capots et les SS, les morsures des chiens, dressés pour les attaquer. Ils peuvent également être punis et condamnés à des coups de fouet, sur le chevalet de bastonnade, frappés à coups de schlag, cette matraque de nerfs de bœuf, tressée. Et ces coups sont assénés par un autre détenu. Le puni doit compter les coups en allemand. Alors si tu parles pas allemand, t'as intérêt d'apprendre très vite, au moins à compter. Sinon, on repart à zéro. Tu peux être puni aussi d'enfermement dans le bunker, cette espèce de prison. Les futurs exécutés, on les place dans cette espèce de cellule, qui n'en est pas une, mais qui devait contenir le poêle à charbon,
il n'y en a jamais eu. Ils sont enfermés par 3 ou par 4. Impossible de se lever, impossible de s'asseoir. En attendant l'exécution. Ça peut prendre 3, 4, 5, 6 jours. En moins de 2 mois, les gens pèsent moins de 40 kilos. Squelettiques, épuisés, blessés, malades, sans soins, qu'ils soient ou non admis à l'infirmerie. La mort est omniprésente, et beaucoup meurent. Et tous finissent dans le four crématoire. C'est un commando de détenus qui s'occupe de cette besogne, et ils ne sont affectés qu'à cela. Quand le commandant du camp décide de changer de commando, on les pend directement ici, derrière le four. Tellement squelettiques qu'on les entassait par 3 ou par 4 dans le four. Puis les cendres étaient jetées au même endroit où l'on jetait les pots de chambre. Encore une déshumanisation jusque dans la mort. Si le déporté était allemand, la famille pouvait récupérer ses cendres. Pour cela, il fallait payer, bien entendu. La famille recevait une des jarres avec des cendres dedans. Mais les cendres de qui ? En descendant pour aller voir les 2 baraques du fond, tu passes devant le ravin de la mort. Comble de l'horreur, Kramer y faisait pousser des fleurs. Le premier détenu qui mettait le pied sur l'herbe était directement abattu par les gardes dans les miradors. Certains capots, qui eux étaient aussi des déportés, s'amusaient aussi à pousser certains détenus. Tout ça pour y gagner quelques cigarettes et un peu de nourriture. Au KL Natzwiller, plusieurs séries d'expériences médicales sont menées dans le cadre des travaux de la Reichsuniversität, l'université du Reich de Strasbourg, et de l'administration SS à Nerbe, l'héritage des ancêtres. Il y a 3 principaux acteurs et coupables de ces expérimentations. Ce sont Auguste Hirt, Otto Bickenbach et Eugène Hagen. Hirt va procéder à des expériences sur les pérites, ce fameux gaz moutarde. Et comme le Reich doit durer 1000 ans, et que tous les juifs doivent être supprimés de la planète, il a une idée. Constituer une collection de squelettes à partir des corps des 86 juifs déportés d'Auschwitz. Les plus beaux spécimens sont choisis. Dans quel but ? Montrer aux futurs petits Ariens à quoi pouvaient ressembler ces juifs que le Reich avait supprimés de la surface de la terre. D'un côté, on a l'auberge du Struthof et de l'autre côté, la salle des fêtes. L'ancienne salle des fêtes qui a été aménagée avec une chambre à gaz. Et on va aménager une chambre à gaz dans une dépendance de l'auberge du Struthof. Otto Bickenbach va l'utiliser pour tester un traitement contre les effets du gaz de combat, le phosgène. Dans cette chambre à gaz, on a fait des tests sur des tziganes avec du phosgène. Ce test sera mené sur 16 tziganes. 4 d'entre eux vont décéder. Hagen, lui, poursuit ses travaux sur les effets du typhus. Puis, Hirtz va avoir une super idée. Et c'est ici que 86 juifs, hommes et femmes, vont être gazés avec du cyanure.
Et la chambre à gaz va être utilisée pour la collection anatomique de Hirt. 59 hommes et 27 femmes vont être gazés en 4 groupes, hommes et femmes séparés, à l'aide de sel cyanhydrique, bref, du cyanure. On va utiliser le cyanure en sel, du sel cyanhydrique. On va le placer en bas et on va déverser de l'eau dessus. Et c'est Kramer en personne qui va se charger des opérations de gazage. C'est par cette fenêtre que Joseph Kramer, commandant du camp, va regarder mourir les gens. Et le petit trou en dessous, c'est par là qu'il introduisait l'eau, qu'il allait se mélanger avec les sels de cyanhydrique pour devenir le cyanure. Dans les autres camps d'extermination, on n'utilisera pas ce cyanure, bien trop cher, mais le zyklon B, un insecticide créé par le chimiste Walter Hirt. Et le comble de l'histoire, c'est qu'il était juif. On parle très souvent de l'expérimentation médicale de l'Allemagne nazie. Mais bien souvent on oublie leur allié, le Japon, avec l'unité 731. Et son médecin, Ishii Shiro. Et cette unité 731 a pour but de mettre au point de l'armement bactériologique pour l'armée japonaise de demain. Et ils vont utiliser des cobayes dont ils disposent à volonté, prisonniers chinois, coréens, russes, voire même parfois américains, hommes et femmes, considérés comme de simples rats de laboratoire. Et ces cobayes vont être appelés Maruta, qui veut dire bout de bois. Et ils vont tester sur ces bûches toutes sortes de choses. Membres congelés pour observer les nécroses, privation de sommeil, malnutrition, lance-flammes testées sur prisonniers vivants, ou bombes et gaz divers. On va y tester aussi la dépressurisation sur cobayes vivants, ou la transfusion totale de sang de cheval. Mais les recherches sont surtout centrées sur la typhoïde, le choléra ou la peste, pour en faire des bombes qu'ils pourraient lancer sur leurs ennemis. On estime au moins à 10 000 hommes, femmes et enfants morts des expériences de l'unité 731. On estime à 500 000 autres personnes qui auraient été victimes des armes qui y furent fabriquées. On connaît bien souvent le docteur Mengele qui a fait ces terribles expériences à Auschwitz. Mais on connaît beaucoup moins Shiro Ishii, qui était le médecin responsable de cette unité 731. Le camp du Struthof, c'est un camp qui est en Alsace. Et donc il n'est pas sur les territoires français puisque l'Alsace a été annexée. Le camp de Thiel, lui, c'est le seul camp sur le territoire français dans la France occupée. Le KL Natzwiller avait également des annexes qui étaient rattachées à lui. Thiel faisait partie de ces annexes, au même titre que le fort de Queuleux à Metz. Ils vont choisir Thiel parce qu'il y a une mine de fer. Et dans cette mine de fer, ils vont pouvoir assembler les fusées V1 et V2.
La nécropole, ici, a été construite exactement là où il y avait le four crématoire. Et dedans, on peut encore retrouver le four. À Natzwiller, le taux de mortalité est de 40%. Dans les camps annexes, il peut atteindre 80%. Entre fin mars et fin avril 1945, on évacue le camp. Kramer sera condamné à mort et pendu. Auguste Hirt se suicidera. Otto Bickenbach mourra de sa belle mort à 70 ans. Eugène Hagen, lui, pareil, à 74 ans. Mais ce n'est pas fini encore pour ce camp. Fin 1945, le Caël est transformé en centre pénitentiaire où sont incarcérés des collaborateurs jugés par la justice française. Il y aura environ 2000 détenus. Le 29 mars 1954 a lieu l'incinération symbolique de la baraque numéro 12 lors d'une cérémonie officielle marquant le début des travaux d'aménagement du lieu en mémorial national de la déportation. En 1957, une scène du film Le bal maudit avec Marlon Brando, Dean Martin et Montgomery Clift sera tournée. Certains de ces figurants étaient d'anciens détenus du camp. 500 figurants sont recrutés à Strasbourg. Maintenant, seuls 4 baraquements sur les 17 furent conservés. Le 5 mai 1957, furent inhumées dans la nécropole les premières dépouilles. Le mémorial aux héros et martyrs de la déportation fut inauguré en 1960. En tout, plus de 52 000 détenus, dont 35 000 dans les camps annexes, furent comptabilisés. Selon les registres, 7 661 décès furent enregistrés dans le camp. Les historiens estiment les décès à 3 000 personnes de plus. Lors de l'évacuation, les marches de la mort firent plus de 5 000 victimes et environ 1000 détenus décédèrent des suites des sévices subis après leur libération des camps annexes. Encore une belle page de l'horreur humaine. Encore une belle page d'histoire, de souffrance et d'horreur. J'espère que la vidéo t'a plu, que ça t'a envie de venir voir ces lieux de mémoire. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination. L'important, c'est les gens et les lieux que tu vas croiser sur ta route. Allez, ciao.